Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes premières lectures du mois de mai. Selon le temps que je mets à vous parler des 4 premiers livres, il y en aura peut-être un 5e ou pas. Voilà, c'est la surprise, on sait pas trop. Bref, aujourd'hui je vais vous parler donc de quelques livres, mes premières lectures du mois de mai, qui ont été globalement de très bonnes lectures, certaines meilleures que d'autres, comme d'hab, mais globalement de très bonnes lectures et j'avais super hâte de vous les présenter. Comme on est à la moitié à peu près du mois, je me suis dit que bah voilà, je pouvais toujours vous le faire la vidéo maintenant parce que de toute façon j'aurais forcément du contenu à vous présenter pour la deuxième moitié du mois de mai. Et puis accessoirement, de toute façon j'ai dit que je faisais plus vraiment mois par mois, même si j'avoue que j'ai beaucoup de mal encore à me débarrasser de ces petites habitudes de présenter mes lectures de tel mois, mes lectures de tel mois. Je continue encore à compartimenter mes lectures par mois. Mais bref, voilà. Je m'excuse si vous entendez de la musique, il y en a de l'autre côté dans mon salon et comme ça me stresse moins de savoir que mon frère est de l'autre côté et entend tout ce que je dis. La musique se coupe au moment où je dis ça, c'est assez sympatoche. Bref, on s'en fout. Et on va commencer tout de suite avec le premier roman, et pas des moindres, puisque c'est ma relecture d'un palais d'épines et de roses de Sarah H. Dimas, publié chez La Martinière Jeunesse, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'avais donc déjà lu ce roman et que j'avais été globalement assez déçue, notamment par sa fin. J'avais pas hyper accroché avec celle-ci. Globalement, mon avis sur cette relecture reste la même. Après, l'effet déceptif... Oh là là, ça va être compliqué cette vidéo. L'effet déceptif est moindre puisque je connaissais déjà l'histoire, donc forcément, voilà, je peux pas être déçue de quelque chose que je connais déjà. C'est compliqué d'être déçue. Donc voilà, globalement, j'ai passé un très bon moment de lecture dans cet univers dans lequel on va retrouver Fer, une humaine qui va tuer un immortel et va du coup se retrouver à devoir suivre, malgré elle, le chef de cet immortel, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, de l'autre côté du mur, qui sépare du coup le royaume des immortels du royaume des humains. Elle se retrouve dans le monde des fées qui sont vues par elle comme cruelles, manipulatrices et tueuses d'êtres humains, hein, elle y va la peur au ventre, et avec qu'une envie, celle de s'échapper, mais finalement une fois qu'elle va être arrivée là-bas, elle va non seulement se prendre un petit peu d'affection pour les gens qui sont autour d'elle, et surtout elle va découvrir qu'elle est loin d'être prisonnière. Enfin, elle est prisonnière dans un château, elle est habillée comme une princesse, nourrie, logée, blanchie, enfin bref, vraiment c'est la super belle vie. Voilà, et surtout elle va découvrir qu'il se passe peut-être des choses un peu dramatiques de ce côté-là du mur et que ça risquerait bien d'impacter les siens de l'autre côté, chez les humains. Bref, on va suivre donc l'histoire de Fer, qui est une jeune humaine qui découvre cet univers qu'elle a toujours imaginé comme quelque chose d'horrible dans lequel les humains se faisaient torturer, etc. Voilà, elle a toujours eu très peur des immortels, des fées. Et Tamlin, donc, qui est le seigneur fée qui la prend sous son aile un petit peu, et on va suivre donc les aventures de Fer. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, au cas où vous ne l'aurez pas trop saisi parce que je fais des résumés pourris, ce qui est tout à fait possible. Et on suit donc cette jeune fille qui découvre cet univers. L'univers est vraiment très très bien dépeint, je le trouve déjà magnifique par rapport comment dire, à la manière dont il est dépeint par l'autrice, je trouve qu'il est très beau. C'est un univers qui est, encore une fois, très très bien dépeint, il est intelligent, il est mené de manière très... je vais me répéter, de manière très intelligente. Je trouve vraiment que l'univers est super bien foutu. Je pense que du coup, je partais avec un peu plus de bons points pour ce bouquin qu'à l'aller, bien sûr, tout à fait, que la première fois que je l'ai lu, puisque la première fois que je l'ai lu, j'étais pas hyper emballée par les univers de fées et compagnie, ça a jamais été trop mon truc à cette époque-là, en tout cas c'était pas du tout ma came, et depuis quelques temps, je pense que vous l'aurez remarqué au vu de mes dernières lectures, c'est globalement un univers que j'aime beaucoup, j'apprécie les univers de cour et avec les fées puis tout ça, et j'aime beaucoup surtout quand ils sont vraiment vus comme des êtres un peu cruels, vils et complètement différents de nous autres êtres humains, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup je pense que je partais avec moins d'a priori que la première fois, puisque c'est un univers que déjà je le connaissais un petit peu, mais surtout je le préfère, et c'est des univers vers lesquels je vais beaucoup plus facilement maintenant. Deuxième chose, j'ai lu ce tome 1 dans l'optique de lire la suite. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de découvrir la suite de la saga, et quand j'ai décidé de relire le tome 1, c'était parce que je me rappelais plus trop de ce qui se passait, et que je voulais attaquer le tome 2 en ayant toutes les clés en main pour tout comprendre. J'avais vraiment très envie de lire le tome 2, j'en ai entendu tellement de bonnes choses que j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion dessus. Et en plus de ça, la plume de Sarah H. Dimas étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une plume très très jolie et je trouve vraiment bien foutue, c'est pas un calvaire à lire ce bouquin, vraiment, je l'ai relu très facilement, la fin je l'ai avalée alors que je l'avais pas forcément trop aimé la première fois. Je trouve qu'il y a les mêmes facilités dans cette fin justement, mais malgré tout, je l'ai globalement bien aimé, c'était une lecture que j'ai plutôt appréciée, voilà,
Comme la première fois ça ne cassait pas trois pattes à un canard, mais je l'ai préféré à la première fois, sans doute parce que comme je vous le dis déjà je le lisais avec un but particulier derrière, c'était vraiment histoire de me remettre dans le bain, et surtout parce que bah, voilà, c'est un univers qui me plaît beaucoup plus qu'avant. Encore une fois, je pense que si vous avez eu le même a priori que moi, que vous avez globalement pensé la même chose de ce tome 1, pour avoir maintenant lu le tome 2 qui a été une grosse révélation et un super coup de cœur, je vous conseille de poursuivre et de ne pas vous arrêter à cette fin que moi personnellement j'ai trouvé bidon, autant la première que la deuxième fois. On va dire que la deuxième fois peut-être que j'étais peut-être plus attachée du coup au personnage puisque je les connaissais un peu mieux même si c'était la même histoire, ce qui fait que globalement je me suis quand même laissée porter par le truc et voilà. Encore une fois la narration elle est hyper prenante, je trouve qu'il se passe plus ou moins toujours des choses même s'il y a quand même de grosses longueurs dans ce bouquin puisqu'il y a, bah c'est voilà, on découvre un univers, on a cette nana qui est prisonnière quand même, faut pas l'oublier, même si elle est dans un palais magnifique avec des jolies robes et de la bouffe à volonté, enfin bref, elle reste quand même prisonnière. Donc il y a quand même des longueurs de ce point de vue-là, parce qu'il y a vraiment ce côté, bah, elle découvre l'univers, et il y a des passages qui sont très lents, où il se passe pas grand-chose de fou, et l'action est vraiment concentrée peut-être un peu trop au même moment, et du coup je trouve que ça va très vite sur certaines actions, et c'était bizarre parce que c'est très bizarrement contrebalancé. On a le côté avec des passages qui sont très lents, très lents, et l'action qui va très vite, trop vite à la fin, et qui est balayée beaucoup trop rapidement. Je trouve que les derniers chapitres s'enchaînent trop vite, et je trouve ça dommage, d'autant plus que de ce que j'en ai compris, c'est à peu près la même chose qui va se passer dans le tome 3, qui est le dernier du coup de la trilogie principale, et ça me fait très peur parce que je trouve que c'est une vérité aussi dans le tome 2, les choses s'enchaînent très rapidement à la fin, alors qu'il y a des moments beaucoup plus lents dans la lecture du bouquin en lui-même. En tout cas, cette relecture n'aura pas été mauvaise du tout, déjà parce que ça m'a vraiment permis de me remettre dans l'histoire et d'avoir envie encore plus de découvrir la suite, mais aussi parce que globalement j'ai beaucoup plus aimé cette relecture que ma lecture première. C'est un univers que je vous conseille, il est vraiment fou et les personnages sont super intéressants. Mention spéciale pour Rhysand bien évidemment, mais je pense que mon avis est un petit peu biaisé par le tome 2. Bref. Ce sera tout pour cette première lecture. Je vais vous parler maintenant de... Alors attendez, parce que je sais plus dans quel ordre j'ai lu les bouquins après. Youtubeuse professionnelle, moi je vous le dis. Hein. Six of Crows, la cité corrompue de Leigh Bardugo, que j'ai lu en e-book, puisque du coup c'est le seul de la saga que je n'ai pas en version papier. Ce tome 2 nous fait suivre les aventures de Kaz et de sa petite bande, donc Inej, Jasper, Wylan, Nina et Mathias. À la suite, vraiment pile, voilà, on reprend juste après la fin du tome précédent. Je vais pas vous faire le coup d'essayer de vous résumer encore une fois Six of Crows parce que je crois que ma première fois était vraiment ridicule. Mais bref, nous avons donc cette petite bande de petits délinquants, j'ai envie de dire. Petits délinquants, je trouve que ça leur va bien. Qui essayent de se sortir encore une fois de mauvais pas, qui ont toujours des plans rocambolesques. Ce tome 2, je l'ai trouvé beaucoup plus lent que le premier, je me suis fait chier pendant toute la première moitié, vraiment très premier degré. Je trouve que pourtant il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses hein, tout le temps de toute façon dans Six of Crows. C'est la différence avec Grisha's qui est quand même très lent et où chaque tome, il y a de l'action au début, c'est très long au milieu et il y a de l'action à la fin. Dans Six of Crows, il se passe toujours des choses, déjà parce qu'on suit tous les... Ils sont 5, 6 Attendez, 6, ils sont 6. Ils sont 6 personnages, donc on suit les 6 personnages, donc il y a forcément des choses qui se passent. Et en plus parce qu'ils ont toujours, c'est un plan qui va en emmener un autre, à un autre, à un autre, à un autre, jusqu'au dénouement final, et voilà. Mais la première moitié, et c'était la deuxième fois déjà que je me faisais la remarque, parce que j'avais... Le tome 1, je l'avais déjà lu dans son intégralité, et le tome 2, j'avais lu que la première moitié, et je me faisais chier, donc j'avais plus ou moins arrêté parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Déjà que dans les e-books, j'ai beaucoup de mal à me mettre, à vraiment me concentrer sur ma lecture quand je suis en e-book, déjà que des fois c'est pas facile en version papier, alors en e-book n'en parlons même pas. Mais là, du coup, avec celui-là, c'était d'autant plus vrai que vraiment j'avais du mal à rentrer dedans et passer la seconde moitié. Là c'était bon, j'étais à fond dedans, il se passait tellement de choses que j'ai lu la seconde moitié en 2 temps 3 mouvements. Et j'ai du mal à parler moi aujourd'hui, hein. Ça promet, moi je vous le dis, début de semaine... Bref, en 2 temps 3 mouvements, j'ai lu la seconde moitié et j'ai adoré. Kaz est fidèle à lui-même, hein, il a toujours un coup d'avance sur tout le monde, il réfléchit toujours plus loin que les autres, et surtout, même quand on a l'impression qu'ils sont complètement bloqués, dans un sens, moi je me disais, bon, c'est Kaz, hein, il va forcément trouver une solution. En effet, c'est Kaz, il va forcément trouver une solution. Et franchement, je pense qu'il faut s'accrocher si, comme moi, vous vous ennuyez dans le deuxième tome de Six of Crows au début, parce que vraiment, moi je vous dis, il y a 2 fois hein, quand même, hein, ça fait 2 fois que je le tente, et la deuxième fois, j'ai cru encore une fois que j'allais l'abandonner. Mais je voulais connaître le fin mot de l'histoire, je ne voulais pas abandonner mes héros comme ça.
Le fait d'avoir vu la série Shadow and Bone au passage, je pense que ça m'a en plus vraiment motivée à me dire non mais oh, tu vas jusqu'au bout, t'adores ces personnages, tu viens de le vérifier avec la série que t'as adoré, donc on y va, tu vois, on charbonne, et j'ai bien fait de m'accrocher parce que la fin, j'ai été complètement bluffée d'un bout à l'autre. J'ai pleuré, évidemment, hein. Déjà parce qu'il se passe un truc qui fait qu'on est obligé de pleurer, déjà. Et puis parce que bah forcément quand une histoire se termine, qu'on quitte un peu une bande de potes parce qu'on se doute bien qu'ils vont pas rester tous les uns avec les autres, qu'ils vont voguer à leur petite vie, même s'ils vont forcément rester liés les uns aux autres, bah voilà, forcément c'est particulièrement touchant quoi, et moi ça m'a foutu la petite larmouillette, hein, il faut le dire. J'ai beaucoup aimé la manière en plus dont ils retournent toutes les situations, dont ils arrivent toujours à se sortir des mauvais pas et à retourner le cerveau des gens complètement. Ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, même quand ils en bavent, parce que franchement dans ce tome 2 je crois qu'ils en bavent encore plus que dans le premier. Il se passe plein de choses et il est vraiment très long comme tome, je trouve. Comme je vous dis, la première moitié je l'ai trouvée assez lente, même s'il se passait des choses. Je trouve que vraiment l'action qui moi m'avait autant plu dans le tome 1, elle est vraiment concentrée sur la seconde moitié du roman, et j'ai adoré cette lecture malgré ce démarrage un petit peu chaotique. Voilà, contre toute attente, j'ai vraiment apprécié cette lecture, et je vous conseille du fond du cœur cette duologie qui est juste géniale. Et même si je vous conseille bien évidemment aussi Grisha, je dois dire que mon amour ira toujours à Casebreaker et les corbeaux, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, il n'y a pas à chier, c'est vraiment pour moi le son de la veine, quoi. Non, franchement, c'était vraiment génial, et j'ai aucun regret d'avoir enfin été au bout de cette duologie. Et il me manque déjà, voilà. Donc j'ai très hâte de commencer King of Scars. À chaque fois je rajoute un S à King, je ne sais pas pourquoi. Qui du coup nous parle entre autres du roi Nikolai. J'ai super hâte d'en savoir plus puisque c'est un personnage que j'adore. Voilà, forcément. Bref, je m'arrête là pour cette deuxième lecture et je vais vous parler désormais de Baneseed, le tome 4, et j'ai oublié le nom, non, le tome 5, Pour qui sonne le crépuscule, là. Voilà, de Fanny André, publié chez Infinity, la collection Infinity, ça doit être ça. Donc je vous avais présenté le tome 4 dans la vidéo précédente, et dans ce tome 5, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais putain, j'ai eu le cœur en miettes pendant les 3/4 du bouquin parce qu'on ne savait pas si un des personnages principaux allait s'en sortir. Voilà, c'est sympa. Et vraiment, tout le bouquin est sur cet événement-là. Je pense que de tous, malheureusement, c'est quand même celui que j'ai le moins aimé. Je trouve que... Alors déjà, l'enquête du... Parce que... Je vais peut-être résumer un petit peu ce que c'est Baneseed, hein, c'est peut-être bien aussi. Donc c'est l'histoire d'une banshee qui se retrouve, malgré elle, à devoir bosser avec un incube, et ils vont résoudre des espèces de petites enquêtes pour le conseil des créatures surnaturelles, un truc comme ça, en gros, pour faire très simple. Du coup, on suit Bane et Dorian, qui sont les deux collaborateurs, un peu malgré eux. Et du coup, chaque tome, on va avoir une enquête, plus évidemment les petites histoires de l'un et de l'autre, voilà, c'est plutôt sympatoche. Je trouve que là, leur relation à partir du tome 4, elle atteint vraiment un paroxysme, et ouais, j'adore. Et le tome 5, voilà, on est toujours là-dedans. Je trouve qu'il y a des très beaux passages de dialogue où ils s'ouvrent vraiment l'un à l'autre et où ils se disent des choses qui m'ont beaucoup touchée. Par contre, j'ai trouvé le récit un petit peu lent, et j'ai trouvé que l'enquête, encore plus que celle d'avant, était un peu histoire de quoi. J'étais moins fan, on va dire. Après, j'adore les personnages, donc comme je trouve que c'est le propre de l'histoire, c'est vraiment de suivre ces personnages et de suivre le lien qui existe entre eux, bah du coup moi je suis servie avec ce tome 5 puisque c'est exactement ce que j'aime dans la saga. J'aime beaucoup le personnage de Bane avec son humour un peu beaucoup sarcastique, il faut le reconnaître. J'aime beaucoup tous les petits personnages qui gravitent autour, j'aime bien dans ce tome, je trouve vraiment qu'on a ce sentiment un peu de petits groupes qui se créent de plus en plus. C'était déjà le cas dans le 4, mais je trouve que dans le 5 c'est encore plus vrai. On a ce petit groupe qui se crée, qui se forme, et ils sont tous là les uns pour les autres, ils se soutiennent parce que c'est un moment assez difficile qui est en train de se produire là. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours cette espèce d'humour... c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans la saga, c'est l'humour. J'aime beaucoup toutes les références à la pop culture, j'aime beaucoup le duo Bane, Dorian, encore plus je crois dans ce tome là, je les trouve d'autant plus touchants, et j'aime vraiment le fait qu'ils soient tous les deux tels qu'ils sont à ce moment là.
j'ai encore failli spoiler, toujours comme d'habitude. Bref, ce tome 5 était moins bon pour moi, enfin moi je l'ai moins aimé on va dire, parce qu'il était pas moins bon, hein, il était similaire au reste de la saga, c'est-à-dire très bien. Je l'ai moins aimé parce que je me suis peut-être plus un petit peu, pas ennuyée, c'est un mot trop fort, en plus c'est faux, c'est tellement un récit qui se lit rapidement qu'on n'a pas le temps de s'y ennuyer, on est pris dedans et voilà. Mais disons que je l'ai trouvé un peu plus lent on va dire. Et j'ai trouvé que... Bah en fait des fois j'ai l'impression que... Mais c'est peut-être parce que les tomes 1, 2, 3, je les ai relus en intégrale, donc c'était comme si c'était un seul et même roman. Et ben je trouve que c'est un peu comme ça qu'il faut les lire, je pense, les Bane, parce que comme c'est des récits très courts, c'est très condensé sur peu de temps, et d'habitude, je trouve que ça envoie vraiment, vraiment, vraiment. Et là, j'ai trouvé que des fois, il y a des passages vraiment un peu plus lents, ce qui est cohérent puisque ça va avec l'histoire, mais du coup, ça m'a un petit peu... moins plu, on va dire, que les tomes précédents. Après, c'est une super bonne lecture quand même, et c'est une saga que je continue de vous conseiller. Je repousse le moment de lire le tome 6, hein, sinon je l'aurais déjà attaqué, mais je repousse parce que c'est le dernier et que je sais que je vais chialer, déjà, petit 1. Et puis parce que j'ai pas envie de quitter cet univers que j'adore. Donc je repousse un petit peu, et puis voilà, on verra plus tard, quoi. Bref, je m'arrête là pour parler de ce bouquin. C'est toujours très compliqué de parler des suites de saga, d'autant plus quand là il y a 4 tomes avant, c'est très compliqué, je veux pas vous spoiler donc je veux pas trop en dire. Si vous l'avez lu, vous saurez à quoi je fais référence, sinon vous allez vous dire je sais pas de quoi il parle l'autre glandu, mais c'est pas grave. Et on va attaquer avec le du coup 4e roman, et je pense que ce sera le dernier. On va faire ça comme ça je pense. Il s'agit d'un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. Bon, je vous ai un peu spoilé quand je vous ai dit que je l'avais lu, hein, voilà. Il s'agit donc de la suite d'un palais d'épines et de roses, qui se situe du coup directement après, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois de passé depuis... Plusieurs semaines, 3 mois, voilà. 3 mois après la fin du premier tome. Nous retrouvons donc Fer qui a bien évolué depuis le tome 1, voilà, et je n'en dis pas plus parce que je vais encore spoiler et je vais me faire huer dans les commentaires. Bref. Ce tome 2, je l'ai adoré. Vraiment. Genre vraiment, vraiment, vraiment d'un bout à l'autre, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Le début, j'avais très peur que ce soit très très lent parce que il se passe un truc qui fait que... Enfin, en gros, elle est un peu... il y a cette dimension un petit peu de... Comme au début Enfin, comme au début... Pas forcément au début d'ailleurs. C'est plus au milieu du 1 plutôt que j'avais ressenti ça. Quand il y a vraiment... les jours qui se répètent inlassablement. Et au début, j'avais très peur que ça ressemble à ça parce que ça donnait vraiment cette illusion-là, sauf que très rapidement les choses se sont enchaînées. Je trouve que ce roman est vraiment très très bien foutu et j'ai vraiment adoré. Je ne regrette pas du tout de m'être plongée dans la saga à nouveau, même si j'avais pas trop aimé le premier tome, parce que ce tome 2 a été une super révélation. Déjà tant au niveau des personnages qu'au niveau de l'intrigue. On a une intrigue dans le tome 1 qui se termine et en même temps qui en ouvre une seconde, qui va du coup nous tenir en haleine pour le tome 1, le tome 2 plutôt, et le tome 3. C'est certain, et j'ai déjà très hâte de lire le 3. Il me tarde de me plonger dedans parce que à la fin de ce tome 2, j'étais en mode c'est une blague? Ok, bon, on va commencer le 3. Je n'ai toujours pas fait, je tiens bon, mais je pense que ça ne va pas tarder parce que clairement j'ai besoin de savoir la suite de cette histoire. Il se passe toujours quelque chose, on va aller de quête en quête qui amène à une quête plus grande, c'est vraiment comme ça que je le visualise, il y a vraiment plein de petites missions en fait qui mènent à la mission finale. On sent qu'il y a une guerre qui se prépare, la tension, je trouve qu'elle monte au fur et à mesure du bouquin et elle est de plus en plus présente, de plus en plus réelle et c'est hyper bien foutu. Le personnage de Rysand, mais mon dieu, mais il est extraordinaire, mais je l'aime, mais d'un amour incommensurable. Déjà dans le 1, je l'avais adoré parce que je trouve qu'il a tout ce que j'aime dans le genre, mais en plus de là, dans ce tome 2, je trouve qu'on le redécouvre complètement. On découvre que tout ce qu'on avait l'impression de sentir chez lui, derrière ses airs de connard, c'était réel. Et putain, mais j'ai trop aimé ça. J'ai adoré ça, vraiment, c'était trop bien foutu. Le roman tourne quand même énormément autour du lien qui se crée entre Fer et Rysand, également du lien de Fer et de Tamlin, c'est vraiment beaucoup tourné autour de ça, et je trouve que malgré tout, je ne me suis pas ennuyée. Il n'y a pas eu de moment où je me suis fait chier plus que ça. Je me suis laissée porter par le récit d'un bout à l'autre parce que quand on en apprenait plus sur l'un ou l'autre des personnages, je trouvais que ça apportait énormément à l'histoire alors que d'autres fois ça dessert l'action. Et là, à l'inverse, je trouvais que ça
apportait énormément à l'histoire et ça faisait en sorte que l'action, elle perdure. Même quand il y avait des moments un peu plus calmes, ça apportait systématiquement quelque chose à l'histoire et ça fait que je ne me suis pas ennuyée. On ne peut pas s'ennuyer dans un roman dans lequel même les moments plus calmes apportent quelque chose à l'histoire. C'est ce que je reproche dans le premier, c'est qu'il y avait parfois où je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à l'histoire à part de l'ennui, comme si on ressentait l'ennui du personnage, mais du coup c'était, en tant que lecteur, c'était pas forcément ce qu'on avait envie de lire. Là, ici, à l'inverse, les moments où il y a de l'ennui, ça apporte vraiment quelque chose. En tant que lecteur, ça nous apporte quelque chose et ça nous fait ressentir plein d'émotions. J'ai adoré ce bouquin, vraiment, mais vraiment, 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 d'un bout à l'autre, ça a été un gros coup de cœur et j'ai super hâte de lire la suite. Parce que je trouve vraiment que le tome 2 est meilleur que le tome 1, ce qui est super rare parce que généralement, il faut le reconnaître, le tome 2, c'est les tomes de transition, on se fait un petit peu chier dedans, et ben dans celui-là, je trouve que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ça pourrait être le premier tome, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Je trouve vraiment qu'il y a vraiment tous les éléments qui font un très bon premier tome, alors qu'à l'inverse, dans le deuxième, il y avait tous les éléments qui sont chiants dans un deuxième, vous savez, tous les éléments un peu de transition là. Bah, ça faisait un peu, enfin ça faisait cet effet-là à la lecture, et celui-là, à l'inverse, bah, il nous plonge complètement dans un univers, il nous fait découvrir des personnages de dingue, et il y a de l'action en quasi-permanence, et même quand il y en a pas, encore une fois, comme je vous dis, ça ne dessert pas du tout l'histoire. Bref, ça a été un gros coup de cœur, je pense que ça se voit, voilà. Et ben je vais m'arrêter là du coup, hein, voilà. J'ai présenté 4 livres que j'ai adorés, je pense que voilà, globalement ça s'est senti. Bah évidemment, je pense que le gros coup de cœur ça va sur celui-là, même si j'ai adoré Six of Crows, le début fait que je peux pas dire que c'était mon préféré de cette update, et celui que j'ai le moins aimé, bah du coup c'était celui-là, voilà. Mais bon, encore une fois, c'était pas non plus horrible à relire. Je suis très contente de vous avoir parlé de ces petits bouquins et j'espère en avoir plein d'autres à vous présenter pour la fin du mois de mai parce que bah, je carbure plus que les autres mois en ce moment en termes de lecture. J'ai envie de lire énormément. Tant mieux parce que quand je vois tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je vais également bientôt préparer un nouveau petit rendez-vous. Faut que j'y réfléchisse, que je me penche vraiment dessus parce que pour l'instant c'est assez flou dans ma tête. Mais voilà, et puis bah, voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais encore parler pendant 10 ans. Je vous fais d'énormes bisous, lisez beaucoup et n'hésitez pas à me partager vos avis sur les livres là en commentaire si vous les avez lus. Voilà, ciao!